Durant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni fut confronté à des hordes de U-boats qui harcelèrent sa marine marchande et ses forces navales. Au sortir du conflit, une nouvelle problématique a donc été désormais intégrée dans les exigences opérationnelles de la Royal Navy. Un appareil réunira pour la toute première fois au sein de la Royal Navy les missions de recherche et de frappe anti-sous-marine, le Fairey Gannet. Cet appareil formera l'épine dorsale de la force anti-sous-marine de la Fleet Air Arm au cours des années 50. En 1945, l'exigence opérationnelle 220 donna naissance à la spécification GR 1745 de l'Air Ministry pour un appareil embarqué de lutte anti-sous-marine. Deux constructeurs répondirent aussitôt, Blackburn en proposant les projets B-54 et B-88 et Fairey en proposant le Fairey 17. Pendant près d'1 an et demi, Fairey travailla sur un prototype doté d'un seul turbopropulseur Rolls-Royce Tweed, mais il fut finalement décidé d'un Armstrong Siddeley Double Mamba, qui fera toute la singularité du Fairey Gannet. Cette solution a permis de résoudre un certain nombre de contraintes liées à une configuration bimoteur classique. Le système de propulsion Armstrong Siddeley Double Mamba actionnait des hélices contrarotatives. Le Double Mamba désigne les deux moteurs indépendants l'un de l'autre, ayant une boîte à engrenages commune, chacun actionnant une hélice dans un sens différent. Le Double Mamba présentait deux grands atouts. Le premier étant la possibilité d'éteindre l'un des deux Mambas en vol, sans affecter la vitesse de croisière, et ainsi prolonger son autonomie. Les pales de l'hélice associées au moteur arrêté étaient mises en drapeau pour éviter les vibrations et les perturbations aérodynamiques. Un bimoteur en configuration classique, par exemple, n'a pas la capacité d'éteindre l'un de ces deux moteurs sans affecter ses performances de vol, même avec une mise en drapeau, à cause de la dissymétrie de poussée. L'autre avantage étant sa capacité d'emporter différents types de carburant, ce qui permet d'éviter au possible l'utilisation de l'avgas, un carburant plus dangereux destiné aux moteurs à combustion interne. En revanche, il fournissait un surplus de puissance au décollage. Le Gannet est pourvu d'un train tricycle avec un train avant orientable, ainsi que d'une aile en mouette en configuration médiane. Ces ailes sont repliables à environ 1/3 de l'envergure, dans le but de prendre une place réduite sur les porte-avions sur lesquels il doit être embarqué. En 1946, Fairey obtint un contrat pour la construction de 2 prototypes, en parallèle du contrat reçu par son concurrent Blackburn également. Le premier prototype de Fairey fit son tout premier vol le 19 septembre 1949, c'est-à-dire près de 10 mois avant celui de Blackburn. Cependant, des difficultés de contrôle en vol se sont rapidement révélées. Un certain nombre de changements ont été effectués, mais fin novembre 1949, le prototype fut accidenté lors d'un atterrissage instable, provoquant 3 mois de lourdes réparations. Ce n'est que l'année suivante, en 1950, que les vols purent reprendre. Après plusieurs mois d'ajustements, Fairey jugea son prototype acceptable pour une présentation aux officiels de la marine à la RAF Boscombe Down. Le 19 juin 1950, il fit son tout premier appontage sur le HMS Illustrious. Ce sera à cette occasion le premier appontage de l'histoire d'un appareil turbopropulsé. En cours d'année, le second prototype prit des airs. Celui-ci apportait plusieurs changements par rapport au premier prototype, comme l'ajout d'une place d'équipage supplémentaire ou l'extension de la soute à bombe. En 1951, le gouvernement britannique commanda 100 Fairey Gannet en réaction au déclenchement de la guerre de Corée. La production en série ne démarra que 2 ans plus tard. En 1953 donc, le Fairey Gannet entra en service, soit 4 longues années après son vol initial. Mais ce n'est que le 5 avril 1954 que la Fleet Air Arm reçut ses 4 premiers exemplaires. Lorsqu'il entre en service, il est alors le tout premier à combiner les missions de recherche et de frappe simultanément pour la lutte anti-sous-marine. Le Gannet AS-1 est la première version de série entièrement dédiée à la lutte anti-sous-marine et construite à 183 exemplaires. Pouvant porter 3 membres d'équipage, le Gannet AS-1 a une surface alaire d'environ 50 m² pour une masse à vide de 6,8 tonnes
et une masse maximale au décollage de près de 19 tonnes. Il pouvait pointer à une vitesse maximale de 500 km/h, avait une endurance atteignant les 6 heures de vol en régime économique, et pouvait grimper jusqu'au niveau de vol 250, soit 7600 mètres d'altitude. Il logeait son radar Echo ASV Mark 19A dans un radome rétractable, positionné juste derrière la soute à bombe. Ce radar a pour mission de détecter navires de surface et sous-marins. Par ailleurs, le Gannet AS-1 pouvait emporter plus de 900 kg de munitions. Ces munitions, en plus d'être conséquentes, présentent également la particularité de pouvoir toutes être transportées, roquettes mises à part, dans une soute interne, une première pour un appareil de la Fleet Air Arm. Ainsi, l'AS-1 pouvait transporter des grenades anti-sous-marines, ou charges de profondeur, des bouées acoustiques, des torpilles à guidage acoustique, des bombes classiques ou encore des bombes à sous-munitions. Les points d'attache extérieurs peuvent permettre au Gannet d'emporter soit 16 roquettes Mark 8, soit 24 roquettes Mark 5. La version modernisée de l'AS-1 sera l'AS-4, produite elle à 75 exemplaires. Dans les années 60, la Royal Navy utilisa de plus en plus des hélicoptères, comme le HAS-7, pour la lutte anti-sous-marine. Les ferrets Gannet, alors très présents, ont été plus ou moins convertis pour d'autres missions. La version la plus représentative de ce changement de rôle est certainement l'AEW-3, conçu pour la guerre électronique en tant que plateforme d'alerte précoce aéroportée. C'est en 1958 que le Gannet est choisi pour remplacer le Douglas Skyraider dans un rôle de plateforme de détection aérienne. Il entre en service dès le début des années 60. Cette version a été profondément modifiée afin de recevoir 2 opérateurs radars dans une cabine à l'arrière du fuselage. Les surfaces verticales de la queue ont été agrandies, un moteur plus puissant a été installé et un large radome ventral a été ajouté pour recevoir un radar APS-20. Cet imposant radar, en plus de l'opérateur supplémentaire, ont nécessité la suppression de la soute à bombe, ainsi que l'extension de la queue du Gannet. L'AN APS-20 est à la fois un radar d'alerte précoce, un radar anti-sous-marin, de surveillance maritime et un radar météo. De conception américaine, il fut utilisé sur une très grande variété d'appareils de 1945 au début des années 90. Sa portée pouvait aller de 120 km contre les appareils volant à basse altitude jusqu'à 370 km contre les navires de surface. Cet appareil du Yorkshire Air Museum décolla pour la première fois en mars 1962 et a été livré à la Royal Navy Air Station de Culdrose 2 mois plus tard au sein du 849e escadron. Jusqu'en 1978, il servit sur les HMS Victorious, HMS Eagle et HMS Ark Royal. Il fut retiré du service au début des années 80. Emportant un équipage de 3 aviateurs, le ferry Gannet AEW-3 pouvait aller jusqu'à 402 km/h. Il avait un rayon maximal de 1287 km/h, un plafond de service s'établissant au niveau de vol 250, soit 7600 mètres d'altitude. Sa masse moyenne au décollage avoisinait les 11 tonnes, et son Bristol Siddeley Double Mamba 102 lui fournissait une puissance totale de 3930 kg de poussée. 44 appareils, en plus du prototype initial, ont été assemblés à la version AEW-3. Dans les années 60, 9 ferrets Gannet AS-4 seront convertis en ECM-6 de contre-mesure électronique, initialement nommé AS-6. Les premiers Gannet ont été embarqués sur le porte-avions modernisé HMS Eagle dès 1955. Les Gannet des autres pays utilisateurs ont quasi exclusivement été exploités à partir des bases terrestres. La Royal Australian Navy utilisa 33 Gannet AS-1 à bord du porte-avions HMAS Melbourne qui les retira du service en 1967. En 1958, la marine de la RFA commença à mettre en œuvre sa quinzaine de ferrets Gannet AS-4, tandis que l'année suivante, l'Indonésie commanda une vingtaine d'appareils au Royaume-Uni.
Le Ferreganet fut le tout premier appareil de lutte anti-sous-marine à combiner les missions de recherche et de frappe simultanément. Si la conception fut au début longue et difficile, sa mise en œuvre correspondait parfaitement aux besoins britanniques de l'époque. Toutes versions confondues, 349 exemplaires furent produits au total, et il n'en reste aujourd'hui qu'une poignée, visible dans des musées à travers le monde. Le Ferreganet faisait partie de la majorité des flottes des porte-avions de la Fleet Air Arm tout au long de la guerre froide. Les Ferreganet ont été retirés à la fin des années 70, s'alignant sur le retrait des grands porte-aéronefs de la Royal Navy. Son retrait s'inscrivait dans les plans des grandes coupes budgétaires dans les forces armées britanniques de la fin de la décennie. Ainsi, le Royaume-Uni, dont le constructeur Fairey avait œuvré pour concevoir une version AEW3 de détection aérienne extrêmement efficace, n'a pu en bénéficier quelques années seulement après son retrait lors de la guerre des Malouines en 1982. Son besoin s'est alors bien fait ressentir puisque la Fleet Air Arm ne disposait désormais plus de capacités de détection aérienne avancées. Son moteur Double Mamba à hélice contrarotative résulte d'une prouesse technique remarquable et qui restera la signature, unique en son genre, du Ferreganet dans le temps.